toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live sur LinkedIn, live Citeo, et je vous prie de nous excuser pour ces quelques minutes de retard. Je me présente rapidement, je suis Adeline Abeg et je travaille au sein du service communication chez Citeo. Alors Citeo, en quelques mots, est une entreprise à mission qui est mobilisée pour accélérer l'économie circulaire des emballages et des papiers et trouver des solutions pour réduire leur impact environnemental, leur impact sur la planète et sur la biodiversité. Et parmi les leviers complémentaires que Citeo et ses nombreux partenaires activent, eh bien, il y a l'éco-conception, le réemploi, la collecte sélective, le tri, le recyclage. L'année dernière, nous avons lancé un programme pédagogique et interactif sur nos réseaux sociaux que nous avons baptisé « Plus on sait, mieux on fait », eh bien, pour partager l'expertise et les solutions sur les grands sujets d'économie circulaire. Et c'est dans ce cadre que nous vous proposons ce live sur un phénomène qui génère d'importantes pollutions et qui fait peser un certain nombre de menaces sur la biodiversité. Ce sont les déchets abandonnés. Nos invités sont deux expertes du sujet. Elles nous apporteront leur éclairage et elles répondront à toutes vos questions. D'ailleurs, je vous invite à les poser en commentaire. Notre première invitée est Catherine Chabot. Bonjour. Bonjour Catherine Chabot, vous êtes eurodéputée et navigatrice, entre autres, vous avez aussi d'autres casquettes. Vous êtes la première femme à avoir réalisé un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale, sans assistance. C'était lors du Vendée Globe, en 96-97. Et depuis mai 2019, vous êtes une eurodéputée engagée, notamment engagée dans la lutte pour la préservation des mers et des océans. Nous allons en parler, bien sûr. Et puis avec nous également Clémence Brutin. Bonjour Clémence. Bonjour Aline. Alors là, je passe au-dessus, parce que nous sommes collègues. Toi, tu es en charge de la lutte contre les déchets abandonnés chez Citeo. Tu, pour faire court, coordonnes la mission, la vision et puis le plan d'action de Citeo. Puis tu creuses aussi le sujet, parce que c'est un sujet qui est encore assez méconnu. Donc je vous invite à poser toutes vos questions. Je le disais, vraiment, n'hésitez pas en commentaire. Nous y répondrons dans deux séquences dédiées aux questions-réponses. Et puis le reste du temps, nous allons converser avec nos invités. Avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter ce que pensent des déchets abandonnés quelques habitants de Paris et Marseille. Nous leur avons posé la question, demandé quelles étaient leurs perceptions, quelles étaient leurs expériences liées aux déchets abandonnés. Et donc, à la fin du micro-trottoir, nous aurons même une petite question que je poserai à Catherine Chabot. Regardez. Tous les emballages qui traînent par terre, les bouteilles en PET aussi souvent, les cigarettes. Là, il y en a juste derrière. Il y en a aussi sur la plage. Tout ce qui est canettes, bouteilles, serviettes en papier, tout ce qui peut servir, je sais pas, pour un pique-nique ou un apéro avec des amis au soleil. Des encombrants, genre des télés, des meubles, etc. qui sont en bon état. Ouais, peut-être une petite taxe pour donner un peu d'argent à la collectivité et faire en sorte que ça avance. Je pense qu'il y a une sensibilisation à faire de toute façon auprès de la population de manière générale. Mettre peut-être un peu plus de poubelles dans la nature pour permettre aux gens d'éviter de jeter et auquel cas sanctionner si nécessaire pour qu'il n'y ait pas de comportement répréhensible. Si on réduisait un petit peu les emballages sur tout ce qu'on achète, on en aurait peut-être moins par terre aussi. Déjà tout jeter dans la poubelle, ça c'est sûr. Par exemple, moi je suis une fumeuse, mais dès que je fume, j'essaie de toujours jeter. Quand je vois une poubelle, de garder dans ma main. Déjà, avoir conscience que dès qu'on a quelque chose à jeter, de le garder avec soi. Et puis dès qu'on trouve une poubelle, de le mettre à la poubelle. Quel est l'impact des déchets dans la rue sur l'environnement et sur le climat aussi? Alors, je vais me tourner vers vous, Catherine Chabot, pour reformuler la question de cette jeune citoyenne. Est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on a évalué précisément, ou est-ce qu'on a un ordre d'idée de l'impact des déchets abandonnés sur la biodiversité et le climat? Quels sont les impacts? Alors les impacts sont très importants. Je voudrais d'abord souligner une chose, c'est que c'est amusant parce que chez Citeo, vous parlez de déchets abandonnés. Moi, j'ai toujours parlé de déchets sauvages. Mais cela dit, pour moi, c'est les déchets que finalement, tous les déchets qui ne rentrent pas, qui ne trouvent pas ou qui sortent de l'économie circulaire, qu'on n'arrive pas à faire rentrer et qu'on retrouve dans la nature. Les impacts, alors pour le commun des mortels, vous le voyez dans la rue, c'est d'abord un impact visuel.
Et c'est déjà un premier impact environnemental. Et je peux vous dire que pour tous ceux qui sont allés dans des pays où on ne gère pas du tout les déchets, c'est colossal. L'impact sur l'environnement, il est énorme. On imagine que ces déchets, ils ont une vie une fois qu'ils sont dans la nature. Ils sont fragmentés par les UV, par les frottements, etc. Donc ils se fragmentent et ça devient souvent des microparticules de plastique. Concernant les milieux aquatiques, ça peut les étouffer, ça entraîne des phénomènes d'eutrophisation, etc. Et puis, il y a un impact bien évidemment sur le climat. Les écosystèmes qui sont dégradés ne jouent plus leur rôle de captation de CO2, de dispersion d'oxygène dans l'atmosphère. Si je prends l'océan, c'est quand même la moitié de l'oxygène que l'on respire, grâce à sa capacité à capter un quart de nos émissions de CO2. Donc, si et l'océan aujourd'hui est complètement saturé de déchets, il faut juste vous dire qu'il y a 30 ans, c'est un anniversaire pour moi, je courais ma première transat en solitaire et j'ai vu des déchets en plein milieu de l'Atlantique à ce moment-là. Et on commence à peine à envisager de fermer le robinet des déchets aujourd'hui. Donc vous imaginez l'impact et la gestion des 80 millions de tonnes annuelles. Alors j'aime pas tellement donner des chiffres, mais c'est un ordre d'idée. Parce qu'on est bien incapable de mesurer, c'est juste colossal cet impact. Alors vous parliez de prise de conscience, vous disiez on démarre à peine. Le congrès mondial de la nature qui était organisé à Marseille il y a quelques jours par l'UICN montre bien qu'on se fédère, qu'on se rassemble, et cette préoccupation de la préservation de la biodiversité est au cœur des débats. Clémence, tu y étais, évidemment, vous Catherine également. Quels sont les travaux qui sont en cours, que peux-tu nous en dire, pour évaluer le lien entre les déchets abandonnés et la biodiversité? C'est vrai que Catherine Chabot a commencé un peu à répondre à cette question et oui, les travaux sont extrêmement nombreux et je pense qu'il ne suffirait pas de 7 heures pour pouvoir tous les énumérer. Mais très rapidement, on va dire qu'il y a déjà des travaux qui sont en cours depuis de nombreuses années et qui visent à monitorer, à évaluer quels sont les impacts directs de ces pollutions sur la biodiversité et sur certains animaux. Le WWF estime qu'il y a potentiellement plus de 270 espèces aujourd'hui qui sont impactées directement par des débris plastiques notamment, parce qu'on voit qu'il y a des coefficients, ce qu'on appelle les coefficients d'emmêlement, d'étranglement de certaines espèces qui peuvent se retrouver kidnappées par certains débris. On monitore aussi tout ce qui va être en lien avec les coefficients d'ingestion qu'on retrouve dans certains estomacs et certains intestins d'oiseaux marins. Donc ça, c'est pour les impacts directs. Et il y a aussi tout un pan de la recherche pour mesurer les impacts indirects, notamment les impacts de ce qu'on appelle la plastifère, ces débris de plastique qui peuvent en fait se déplacer au gré des courants et qui transportent avec elles tout son lot de bactéries et de parasites qui peuvent avoir un impact ensuite sur un certain nombre d'écosystèmes marins. Et des scientifiques travaillent, parce que je ne travaille pas personnellement là-dessus, sur les sujets liés à quel point la pollution et donc le fait que ça obscurcisse les milieux marins puisse avoir un impact sur la vivacité et sur la reproduction de certaines espèces. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de chantiers scientifiques qui sont en cours, pour n'en citer que quelques-uns parce qu'ils parlent peut-être au grand public, mais voilà, 7e continent, Tara Expédition, Polar Pods, sont des expéditions scientifiques aujourd'hui qui visent vraiment à essayer d'y voir un peu plus clair sur quelles sont les conséquences en fait, de la pollution sur la biodiversité dans son ensemble. Alors, effectivement, on commence à comprendre, mais on a besoin de faire beaucoup plus de recherches parce qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, notamment ce qu'on appelle en fait la migration et les espèces invasives qui sont véhiculées par tous les déchets qui circulent. Ça, c'est important. Les nanoparticules aussi de plastique. Et puis les microbilles aussi. Les microbilles, vous savez, celles qu'on insère intentionnellement dans certains produits. Donc tout ça, on a vraiment besoin de faire des mesures. Et je sais qu'au niveau européen, par exemple, sur l'impact, ne serait-ce que compter les déchets qu'on retrouve sur les plages, dans l'océan, on ne s'est intéressé dans le cadre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin uniquement aux plages, alors qu'on sait qu'il n'y a que 1% qui reste en surface, qu'il y en a effectivement un certain nombre qui rejoignent par les courants qui rejoignent la terre, les plages, mais qu'il y a tout un tas de déchets qui finissent
au fond de l'océan. Et ça, l'impact, il est certainement colossal aussi. Alors, on peut peut-être dès à présent parler de caractérisation, un terme un peu technique, hein, mais qui est très important. On a commencé déjà à l'évoquer. Clémence, peut-être en termes de définition, et puis ensuite, Madame Chabot, sur l'enjeu de ces caractérisations. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce qu'on appelle une caractérisation de déchets abandonnés? En quoi c'est important? Oui, alors la caractérisation, c'est un mot qui peut sembler un peu compliqué, mais en fait, c'est très simple. En synonyme, ça pourrait être identifier. Ça pourrait être savoir en gros quels sont les déchets, où sont-ils et combien sont-ils. Mais ça, on ne le sait pas aujourd'hui. Et donc ça, aujourd'hui, c'est une donnée ça peut sembler bizarre, mais les déchets dont on parle sont des déchets qui sont par définition diffus, ils sont éparpillés. Et il n'existe pas de surveillance partout sur la planète de où se retrouvent ces déchets, dans quelle quantité on les retrouve et quelles sont leurs natures. Donc comme le disait Madame Chabot, effectivement, heureusement, il y a des cadres qui sont fixés au niveau de l'Europe, et ce depuis de nombreuses années maintenant, pour monitorer, pour pouvoir évaluer le long des plages et des rives côtières en Europe ces déchets-là, pour justement vérifier le bon état écologique de nos plages. Mais le pan, effectivement, déchets qui s'accumulent sur les fonds marins ou déchets qui se retrouvent dans la colonne d'eau est un pan qui est encore à creuser. Et si on s'intéresse maintenant à ce qui se passe sur Terre, parce que la plupart des déchets qui sont dans la mer ont été produits sur Terre, donc c'est sur Terre qu'il est aussi intéressant de mener des caractérisations. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quasiment autant de méthodes de caractérisation que de milieux. On va avoir un florilège de méthodes qui sont en train d'émerger pour les milieux urbains, un florilège de méthodes qui émergent pour les milieux aquatiques d'eau douce, et avec des espaces naturels qui sont potentiellement aussi peu sujets à évaluation parce qu'ils sont un peu éloignés ou voilà, pas dans le viseur des entités qui agissent directement sur le terrain. Donc c'est très important en revanche d'avoir ces données pour répondre à ta deuxième question, Aline, parce que en fait, on ne peut améliorer qu'un problème que quand on l'estime. Et aujourd'hui, bien qu'on ait ce sentiment qu'il y a de plus en plus de déchets, c'est très important de savoir plus précisément qui ils sont, combien ils sont et où ils sont, pour pouvoir se tourner déjà vers les bons acteurs au niveau local pour pouvoir les aider, renforcer leurs moyens et les accompagner dans des méthodes efficaces de lutte contre les déchets sauvages au sol. Je dis sauvage. et c'est aussi important pour pouvoir travailler avec les industriels parce que certains industriels peuvent se retrouver plus que d'autres en fait dans la nature. Les industriels et les acteurs, hein, parce que moi je sais que j'ai été rapporteur en commission pêche d'un avis sur l'impact des déchets marins sur les pêcheries. Pêcherie, c'est pêche et aquaculture. Et donc en travaillant, on s'est rendu compte qu'effectivement sur les plages, on a constaté que 26% des déchets qu'on retrouve sont issus de la pêche et de l'aquaculture. Donc là, le travail va être à faire avec les fabricants de filets de pêche. On s'aperçoit qu'il y a une cinquantaine de polymères différents qui fabriquent ces filets de pêche. Donc vous imaginez l'organisation d'une économie circulaire, d'un recyclage, etc. C'est compliqué, mais il faut aussi travailler avec les acteurs eux-mêmes, parce qu'il faut les inciter à ramener leurs déchets. Et il y a énormément de filets de pêche qui finissent en filets fantômes, c'est-à-dire que fantômes, ils continuent à pêcher quand ils ont été abandonnés. Parfois, ils ne sont pas jetés intentionnellement, mais parfois, ils le sont. Et voilà. Et sur l'aquaculture, par exemple, l'ostréiculture, on s'est rendu compte que, vous savez, ces poches dans lesquelles on met les huîtres, à un stade de la progression des huîtres, ces poches-là sont en plastique et qu'avec les courants, les tempêtes, etc., on les retrouve sur les pages, etc. Donc la caractérisation, elle a aussi cet objectif de pouvoir s'adresser aux professionnels, leur dire, écoutez, voilà la problématique, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'on a de l'innovation sur ces méthodes innovées pour trouver les méthodes les plus efficaces pour, comme tu disais, identifier, compter, localiser? Est-ce que vous avez en tête un projet, peut-être chacune, d'innovation qui a particulièrement retenu votre attention? Oui. Politesse. Je me lance. Alors, la caractérisation, pendant très longtemps, ça a été un travail manuel et ça l'est encore très largement. Et ce travail manuel, il est chronophage et il peut être très souvent ingrat parce que c'est pas toujours très plaisant de passer son temps à compter les déchets qui ont été produits potentiellement par d'autres. Et donc on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de méthodes qui émergent et qui se reposent sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et la reconnaissance d'objets, le machine learning, ce qui permet en fait de pouvoir photographier tout un tas de déchets et donc d'obtenir très rapidement une grande banque de données
Et les algorithmes peuvent identifier quel est le type de déchets dont il s'agit, ils peuvent les compter et ils peuvent potentiellement ensuite les attribuer à un producteur. Nous, côté Citeo, c'est vrai qu'on a mené l'année dernière des expérimentations avec une entreprise qui s'appelle Literati, avec une autre qui s'appelle Ellipsis. On travaille aussi, on a identifié une entreprise qui s'appelle Cortexia qui propose ce type ce type de solution. Il y en a certainement d'autres qui vont émerger. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'obtenir beaucoup de données et on espère que ça puisse permettre de pouvoir mieux cibler les actions sur le terrain et pouvoir mieux engager les acteurs aussi. Madame Chabot, il y a un projet qui vous vient aussi en tête? Oui, il y a plusieurs projets, mais j'ai envie de citer effectivement concernant la reconnaissance artificielle. Je sais que Microsoft travaille dessus et travaille avec des ONG, mais j'ai envie de vous parler de CLS. C'est une entreprise bretonne, enfin française, qu'on connaît bien dans la course au large parce qu'ils équipaient nos navires, ils équipent nos navires de balises. Et à partir ils ont un vrai suivi des courants et ils permettent en suivant la probabilité, les modèles d'évolution des courants, des vents, etc., ils permettent d'identifier les zones d'accumulation. Et ça, c'est vraiment essentiel, parce que imaginez les projets d'aspirateurs en plein milieu de l'océan pour aller ramasser les déchets, c'est juste impensable, quoi. C'est juste bon pour de la com, mais c'est déjà bon pour de la com, on va dire ça. En revanche, travailler, se concentrer sur les rivières, dans les estuaires, sur le littoral, aller identifier les zones d'accumulation, y compris en profondeur, parce que j'espère qu'un jour on pourra les ramasser. Ça, c'est vraiment pertinent, parce que au-delà de la caractérisation et de savoir de quels déchets on parle, etc., arriver à comprendre quel trajet ils suivent, c'est absolument essentiel. Et voilà. Donc CLS, ils ont un projet qui s'appelle MobiDrift sur les zones d'accumulation. Si on revient aussi, on reparlera certainement méthode d'identification un peu plus tard dans l'heure. Si on s'interroge aux causes, si on s'interroge sur les causes des déchets abandonnés, on voit les Marseillais, les Parisiens qu'on a interrogés, l'incivilité ressort beaucoup liée à la présence de déchets abandonnés. Est-ce que, de par votre connaissance, c'est effectivement une des premières causes ou attention, non, méfions-nous, ce n'est pas forcément la cause principale. Il y en a d'autres pour expliquer cette problématique. Qu'avez-vous constaté? Moi, il y a les deux. Je pense qu'il y a beaucoup d'incivilité parce qu'on en constate. Et moi, je suis atterrée encore dans récemment près de chez moi, un espace vert nickel, etc. Et puis, ne serait-ce que... Moi, j'ai fait de la course à pied quand j'ai arrêté la course au large. À une époque, j'avais couru le marathon de Paris. J'étais atterrée de voir que quand tous les gens qui font de la course à pied, ils balancent. C'était juste atterrant. Donc ça, il y a de l'incivilité. Il y a peut-être une incompréhension des impacts que ça a. Et puis après, il y a aussi tout un facteur. Il y a des déchets qui passent par les mailles du filet. C'est-à-dire qu'il y a des stations d'épuration qui ne récupèrent pas tous les déchets. Il y a une grosse problématique autour des eaux pluviales, parce que quand il y a des fortes pluies, etc., des problématiques aussi de remontée des eaux dans les canalisations, dans les émissaires, on voit qu'à certains endroits, par exemple à Angers, on a mis, au mois de juillet, on a mis un gros filet à la sortie d'un émissaire pour éviter que les déchets rejoignent la Maine. Eh bien, une montée d'eau pluviale, etc. Il y a eu saturation du filet en question, etc., etc. Donc, il y a des problématiques qu'on pourrait traiter. Et l'incivilité, mais il y a beaucoup d'incivilité, bien évidemment. Je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est à l'autre de ramasser, c'est à la commune de ramasser, c'est à l'entreprise de masser. Je paye des impôts quand même pour ça. La responsabilité individuelle et collective, individuelle aussi, elle n'est pas suffisamment prise en compte et j'en reparlerai plus tard parce que j'ai essayé de la mobiliser. Clémence, un commentaire aussi sur les causes. C'est vrai que l'incivilité volontaire existe. Je pense qu'il faut aussi penser à l'incivilité involontaire et qui rejoint ce que vous disiez sur le manque parfois d'éducation à l'environnement ou le manque de compréhension de l'impact du comportement individuel sur le collectif. Et c'est vrai que dans certains espaces urbains qu'on pense être totalement déconnectés de la nature, penser que jeter son mégot dans les égouts en fait, va avoir un impact en aval sur les cours d'eau est quelque chose qui ne percute pas encore chez beaucoup de nos concitoyens. Donc oui, il y a l'incivilité volontaire, je pense qu'il y a l'incivilité involontaire et je pense qu'il y a aussi
tout un travail à faire sur le dispositif. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il peut y avoir des déchets qui se retrouvent dans la nature parce que le dispositif n'est pas adapté. Des corbeilles dans un espace naturel qui est difficile d'accès, où on sait qu'il y a potentiellement des animaux qui peuvent aller éventrer les sacs, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Des corbeilles sur des plages où il y a beaucoup de vent et où tout ça peut être sujet à envol quand les poubelles débordent au moment de l'été, c'est peut-être pas une très bonne idée non plus. Et donc il y a certainement aussi un travail à faire au niveau du dispositif pour pouvoir éviter qu'il y ait ces effets un peu de débordement. Il faut comprendre peut-être, pardonnez-moi de vous interrompre, mais à une époque, moi-même, j'ai jeté, quand j'avais 20 ans, 25 ans, j'ai fumé. Moi-même, à l'époque, j'ai jeté des mégots de cigarettes parce qu'à l'époque, j'imaginais pas que... Quel fumeur ne l'a pas fait? Quel fumeur ne l'a pas fait, etc. Qu'un mégot de cigarette, c'est une foultitude de plastique, etc., etc. Enfin, on est tous passés par là. Et dans le monde maritime, à une époque, il y avait l'opération plage arrière, on appelait ça. On balançait toutes les poubelles à la mer. Pendant des décennies, ça s'est passé. Donc aujourd'hui, bien évidemment, ils ne penseraient pas. Et voilà, puis de toute façon, maintenant, la législation l'interdit. Mais voilà, on revient de loin quand même. Merci à vous pour vos questions. On va commencer une petite séquence, la question-réponse. On commence avec celle de Lucia, qui nous dit « Les ACV, alors analyse de cycle de vie, menée par l'ADEME notamment, n'intègrent pas à date l'indicateur de pollution plastique dans les océans. Qu'en pensez-vous » Ce que je décrypte de la question, c'est est-ce que l'indicateur pollution des océans est d'après vous, sous-traité ou n'est pas assez mise en avant dans les grandes analyses de cycle de vie. On entend par là la mesure de l'impact environnemental. Alors, moi, ça fait longtemps. J'ai bossé pas mal sur des analyses de cycle de vie sur les bateaux. Et il n'y a pas de... En fait, il y a dans les indicateurs un certain nombre d'éléments qui sont l'eutrophisation, l'impact sur la biodiversité, etc. Et donc l'océan est dans l'impact sur les écosystèmes aquatiques. Il est un peu global. Il est très... Alors moi, mes informations, elles datent d'il y a 15 ans parce que j'avais travaillé à un outil d'analyse de cycle de vie pour le nautisme qui n'existait pas, qui n'existe d'ailleurs toujours pas. Mais il n'y avait pas... On ne pourrait pas avoir un indicateur spécifique pour l'océan parce que sur l'océan, c'est l'impact sur le climat, sa capacité à continuer à absorber du CO2, c'est l'impact, c'est l'eutrophisation, c'est l'acidification, etc. C'est voilà, c'est la déoxygénation. Il y a quand même pas mal d'éléments et qui sont en général dans les outils de mesure d'analyse de cycle de vie. Mais je pense que c'est les éléments sur la biodiversité qui manquent. Ouais. En tous les cas, qui manquaient à l'époque. Ouais, non, qui manque encore aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'existe pas cette brique impact biodiversité dans les ACV. Des travaux sont en cours au niveau européen, qui sont menés, je crois, par le Joint Research Center pour pouvoir peut-être ajouter cette petite brique, si tant est qu'il soit possible de le faire de manière, on va dire, satisfaisante d'un point de vue scientifique. Côté Citeo, on se pose ces questions de quel pourrait être l'impact en fait, d'un emballage qui se retrouvait dans la nature, s'il terminait sa fin de vie dans la nature. On essaye de travailler sur ces questions d'intégration d'éléments de biodiversité dans les ACV, mais c'est vrai que ce n'est pas une tâche facile parce que la biodiversité, c'est quelque chose de très large, donc réussir à savoir quel est le bon indicateur à cibler pour pouvoir le mesurer, ça nécessite de prendre un certain nombre de pincettes méthodologiques. Une question peut-être pour toi plutôt Clémence, de Noémie. Comment lutter efficacement contre les dépôts sauvages? On l'a ce mot de sauvage. Dépôts sauvages au pied des colonnes enterrées. Comment sensibiliser les habitants? C'est vrai que c'est un phénomène qu'on peut voir. On a des colonnes, des bacs de tri, des conteneurs. Et puis, contre toute attente, on y trouve du sac, du déchet. Ouais. Au Citeo, on travaille particulièrement sur l'optimisation justement des systèmes de collecte. Dans les villes ou dans les communes de France. Que peux-tu nous dire là sur les leviers pour éviter Je vais peut-être faire une distinction entre on va dire les déchets d'emballage ménager qu'on peut retrouver aux abords des points d'apport volontaire. Donc typiquement, je n'ai pas eu la force de mettre ma bouteille de verre à l'intérieur du point d'apport volontaire. Donc il y a peut-être une question de force ou une question puisque le point d'apport volontaire était plein ou pas. Mais donc ça, c'est vraiment des questions voilà, à gérer certainement par de la communication aux abords des points d'apport volontaires pour expliquer à quoi ils servent, comment voilà, les bonnes manières et les bonnes pratiques à avoir.
On observe aussi qu'il y a parfois des dépôts sauvages, donc des encombrants ou des dépôts d'envergure qui sont déposés à ces endroits-là. Certainement de la part de personnes qui se disent bon, bah, c'est quand même mieux que je mette ça là où il va y avoir potentiellement un dispositif de collecte plutôt que de le laisser en bas de chez moi ou ailleurs, à l'orée d'un bois par exemple. Et là, typiquement, il y a certainement un travail à faire pour que les individus et les citoyens soient au courant des outils qui sont aujourd'hui à leur disposition pour faire évacuer leurs déchets. Donc tout n'est pas perdu. Je veux dire, les personnes qui vont déposer leurs déchets à ces endroits-là ont déjà eu cette intuition que derrière c'était un moindre mal puisque ça allait finir par être capté. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le bon endroit. Et je pense que là encore, il faut beaucoup de pédagogie et il faut que les gens soient conscients de tous les outils qui sont aujourd'hui mis à leur disposition. Il y a des aspects de verbalisation qui sont parfois investigués par les collectivités pour pouvoir surveiller ce qui se passe aux abords de ces points d'apport volontaires. Mais le problème, et on y reviendra peut-être, c'est que la verbalisation est une bonne chose, mais elle peut déconnecter l'usager de sa bonne volonté. C'est-à-dire que la personne agit parce qu'elle a peur de la sanction, mais pas parce qu'elle est convaincue qu'il faut bien faire. Moi, mon intime conviction, c'est qu'il faut d'abord essayer d'éduquer les gens et de leur expliquer quels sont les bons gestes avant d'aller forcément taper sur le portefeuille, même si parfois ça peut s'avérer très utile. Catherine Chabot, sur les solutions. Il y a un sujet, c'est les grilles d'égout. Et on voit dans les communes aussi, et donc les citoyens le voient, les gens qui s'occupent, voilà, les agents de la propreté des villes, balayent pour nettoyer les déchets et les emmènent vers les égouts. Et donc on imagine que derrière, il doit y avoir du tri sélectif, une collecte des déchets, etc., ce qui est complètement faux. Et alors moi, dans les solutions, je sais qu'on a posé ça, nous, c'est ici commence la mer. Vous savez, de plus en plus dans les communes, on voit se développer ces plaques à côté des grilles d'égout. Ici commence la mer. Et je pense que oui, ici commence, ne jetez rien, ici commence l'océan, et on en a fait, ici commence l'océan, bien commun de l'humanité, on en reparlera. Mais voilà, je pense qu'il y a un vrai problème d'éducation, de pédagogie. Et pour conclure, je pense que d'accompagner les gens ou d'inciter les gens à participer à une campagne de ramassage des déchets, ou en tous les cas, quand ils voient qu'il y a c'est l'occasion de faire de la pédagogie et d'expliquer les conséquences que ça a et qu'il y a des solutions. Mais les solutions, elles ne sont pas forcément toutes bien gérées. On a des problématiques de gestion, je pense qu'on va en parler, de gestion de nos déchets, quand même. Maëlys nous demande s'il faut cibler, donc j'imagine prioriser les actions et la législation, on en revient aussi au réglementaire, sur les emballages que l'on retrouve le plus dans les espaces naturels. Alors voilà, est-ce qu'il faut partir de la shortlist des emballages les plus jetés dans nos espaces pour activer une action alors là plutôt, Maëlys parle de législation, donc plutôt réglementaire. Alors, j'ai l'impression que là, le cadre réglementaire s'est quand même largement renforcé ces dernières années et on est bien outillé maintenant sur ce volet-là. Donc, juste pour rappel, directive européenne relative à l'incidence de certains plastiques à usage unique sur l'environnement, transposition en droit français avec la loi relative à l'économie circulaire et contre le gaspillage. Et les dispositions qui sont contenues dans ces deux grands blocs réglementaires aujourd'hui viennent renforcer toutes les actions sur le sujet des déchets abandonnés, notamment par la prise en charge par les filières à responsabilité élargie du producteur d'une partie des coûts de nettoiement des déchets abandonnés qui sont supportés par les personnes publiques. Donc il y a déjà aujourd'hui voilà, un corpus qui existe. Un début de corpus. Un début de corpus qui existe et je pense que le corpus est là mais il faut maintenant le mettre en œuvre. Pour ce qui est de viser particulièrement certains types d'emballages qu'on retrouve le plus dans les espaces naturels, là, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on retrouve ce type d'emballage dans ces espaces-là, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces emballages sont là. Donc s'ils sont là, c'est peut-être parce que le dispositif de corbeille n'est pas assez dense. Peut-être qu'il ne faut pas qu'il y ait de dispositif de corbeille, comme je l'ai mentionné précédemment, parce qu'on est dans des espaces naturels qui sont compliqués d'accès, avec des amoncellements qui peuvent exister. Et si ces emballages sont là, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des pratiques de consommation de certains usagers qui ne sont pas satisfaisantes quand on est dans un espace naturel. Partant de ces trois principes-là, potentiellement, il faut effectivement avoir de la communication ciblée auprès de ces usagers qui sont les plus susceptibles de laisser leurs emballages. Il faut avoir des politiques vis-à-vis des gestionnaires de parcs pour les aider à bien dimensionner
leur corbeille en fonction des milieux naturels qu'ils gèrent. Donc oui, il faut qu'il y ait une action plus ciblée, à mon avis, en termes de communication pour prendre en compte que c'est ces emballages-là qu'on retrouve le plus souvent, mais ce n'est pas l'unique réponse. Si je peux me permettre, moi je serais beaucoup moins optimiste que vous. Je pense qu'on est sur un début de réglementation, on est très très loin du compte. Il faut réduire drastiquement le nombre d'emballages. Enfin, d'abord, il faut commencer à repenser, et on le voit qu'on tâtonne en ce moment, la manière dont on emballe tout ce qu'on emballe. Ça, c'est un premier point. Réduire le nombre de polymères qui constituent nos emballages, de manière à faciliter la recyclabilité, etc. Il y a des matériaux qui ne doivent plus exister, qu'il va falloir bannir. Il y a des pays qui commencent à les bannir. Des matériaux très légers, pardonnez-moi, je le cite quand même, parce qu'on a un vrai problème autour du polystyrène, qui est un formidable matériau pour l'isolation, etc. C'est le matériau que j'ai le plus vu à la surface de l'océan parce qu'il flotte. Alors ça ne parle pas de tous les matériaux plastiques qui sont plutôt vers le fond, mais on a quand même un sujet là-dessus. Et la réglementation, elle démarre. Tout ce qui est REP, responsabilité élargie du producteur, c'est pareil, on a démarré, mais on peut aller plus loin. Il y a plein d'objets qui pourraient... on en a une, ça y est, qui vient de sortir depuis 2 ans sur les navires de plaisance. Et vraiment, les REP, elles ont montré, la réglementation, elle montre son efficacité. Pour la petite histoire, moi j'ai bien suivi la REP sur les D3E, donc les déchets des équipements électriques et électroniques, parce que c'est mes anciens sponsors qui ont eu à la mettre en place. C'était une boîte d'électroménager qui me sponsorisait, Whirlpool pour ne pas les citer. C'était eux qui étaient aux commandes du GIFAM à l'époque. Bref. Ils ont reconnu, ils ont constaté qu'un an après le lancement d'écosystème, qu'ils ont lancé, alors je crois que ça fait bien une dizaine d'années maintenant, ça a favorisé l'éco-conception des objets. Ça a vraiment, il y a tout un système de collecte, de tri sélectif, de recyclabilité, de valorisation des différents produits. Et c'est un sujet essentiel parce qu'on ne l'a pas évoqué. Mais nos ressources s'amenuisent. Beaucoup de ressources, que ce soit en minerais, etc., tous nos appareils électroménagers, etc., sont... Et puis, il va falloir qu'on réduise aussi notre consommation, l'exploitation des énergies fossiles. Or, les plastiques, ça vient, c'est 4% de l'utilisation des ressources fossiles. Donc voilà, on a quand même un enjeu qui va au-delà de ce qu'on a commencé à mettre en place. Tu nous dis un mot peut-être, Clémence, parce que c'est vrai que Citeo et ses partenaires sont très actifs sur la réduction de l'impact de l'emballage. Alors vous parliez effectivement du polystyrène. Le polystyrène n'est pas forcément dans d'autres applications que les emballages. Nous, notre périmètre, c'est l'emballage, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont déjà faits là-dessus. Tu peux nous dire quelle est un peu la philosophie, la démarche de Citeo en éco-conception notamment, et en recyclabilité. Oui, bien sûr, c'est vrai. Donc, je suis d'accord, le cadre réglementaire, il est là et maintenant, il faut le mettre en œuvre. Et quand je disais qu'il est ambitieux, on prévoit quand même des objectifs à la fois de réduction, de mise sur le marché de certains emballages en plastique à usage unique, pour ne pas les nommer les bouteilles, de 50% d'ici 2030, moins 50% des plastiques, fin des plastiques à usage unique en 2040. Donc ça, c'est la loi française relative à l'économie circulaire. Des objectifs de taux de collecte pour recyclage des bouteilles qui permettent justement d'éviter la pression sur les ressources, parce que le recyclage a cet avantage d'éviter de prélever de la matière neuve, donc des objectifs de taux de collecte assez élevés, jusqu'à 90% dans les années qui viennent, en 2027. Donc aujourd'hui, pour pouvoir répondre à ces objectifs qui sont très ambitieux, côté Citeo, tu l'as mentionné Adeline, on travaille sur tout ce qui est réduction à la source, travailler sur les emballages qui sont non indispensables parce qu'il y en a encore, aider nos clients à pouvoir intégrer tout ce qui est intégration de contenu recyclé, les aider aussi à pouvoir penser substitution intelligente, parce que quand on parle de diminution de gisement dans un pas de temps qui peut sembler long pour le consommateur, mais qui est en fait relativement court à l'échelle des centrales et des industries de production, il faut les aider et les accompagner à pouvoir penser des changements matériaux qui puissent être intelligents et viables d'un point de vue environnemental. Et ces changements peuvent avoir un impact sur le matériau, mais peuvent aussi avoir un impact sur
le mode de consommation, sur l'usage, notamment les travaux qu'on mène sur le réemploi et le développement du vrac actuellement, qui peut avoir un intérêt dans certains cas lorsque c'est pertinent d'un point de vue environnemental. Donc voilà, aujourd'hui, on a déjà tout un corpus d'actions qu'on met en œuvre de manière très concrète. C'est les services éco-conception chez Citeo qui sont notamment à pied d'œuvre sur ces sujets-là et qui auront un impact assez concret, on l'espère, dans quelques temps sur le nombre de déchets abandonnés qu'on peut retrouver dans des espaces dans lesquels ils n'ont strictement rien à faire. Donc ça bouge du côté des industriels, donc ça bouge, vous le constatez? Oui, moi aussi je le constate, notamment autour de l'éco-conception et autour de l'utilisation éventuellement de matériaux biosourcés. Alors, je ne parle pas pour les sacs à usage unique, parce que pour moi, ça reste il y a un débat là-dessus dans lequel je ne vais pas rentrer, mais je pense par exemple, vous savez, les pêcheurs, alors ça reste quand même un emballage, vous savez, ils ont besoin de ces caisses qui sont très légères en polystyrène, etc., à bord des bateaux, qui permettent de transporter du poisson, qui sont inertes, etc. Et ils commencent déjà à travailler avec des industriels pour avoir des solutions biosourcées. Je pense que là, on a un champ à investiguer qui a commencé, et je pense qu'il y a beaucoup d'industriels qui commencent. Moi, j'ai discuté avec des gens de la pétrochimie là-dessus. Je voudrais juste souligner qu'il y a, d'un point de vue aussi réglementaire, à travailler avec les collectivités, que ce soit les communautés de communes qui ont en charge la gestion des déchets, mais aussi les communes. On a des trous dans la raquette. Ces déchets abandonnés, ce n'est pas la responsabilité des agglomérations qui ont la charge de la gestion des déchets. Ce n'est pas la responsabilité forcément non plus des communes quand elles sont dans la nature, etc. Donc il y a un moment, il faut se responsabiliser, il faut savoir qui s'occupe de cette problématique des déchets qui suivent les eaux fluviales et qui rejoignent les cours d'eau. Dans les cours d'eau, il y a des zones d'accumulation, etc. Il y a un sujet avant l'arrivée dans les cours d'eau et quand les déchets abandonnés se retrouvent dans les cours d'eau. Je pense que ça, d'un point de vue réglementaire, c'est moi l'une des préconisations que j'ai faites dans mon rapport sur l'impact des déchets marins sur les pêcheries, parce que pour moi, il y a un trou dans la raquette. Continuez à nous poser vos questions. Alors, on discute au gré des vôtres et des sujets qui arrivent, mais peut-être pour rebondir sur la question de la responsabilité, vous venez de parler aussi de la responsabilité des acteurs, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a clairement défini comment elle était répartie entre effectivement les collectivités locales? On vient de parler aussi des metteurs en marché, des entreprises, des industriels qui ont aussi donc une part de responsabilité là-dedans. On a parlé du citoyen avec un comportement assez exemplaire de respect aussi de la nature. Donc, que pouvez-vous nous dire de la répartition de ces responsabilités? Comment ça doit se... Quelle gouvernance, si on peut envoyer des grands mots, peut-on imaginer? J'ai raconté une chose. Moi, il y a donc 30 ans, j'ai traversé l'Atlantique pour la première fois. Et quand je me suis retrouvée, en solitaire, j'avais déjà traversé quand je me suis retrouvée devant tous ces déchets en mer, je ne me suis pas dit où sont les affreux pollueurs. Je me suis sentie responsable. Et je me suis dit comment en est-on arrivé là collectivement? Et ma conviction, c'est que il ne faut pas chercher, on est tous responsables. Du citoyen, je suis responsable. Et je peux vous dire que tous les jours, je suis perfectible. Parce que, est-ce que je fais bien mon trait sélectif, etc., etc. Donc du citoyen à l'État, au service de l'État, etc., en passant par les collectivités, les entreprises, etc., on est tous responsables. Et c'est vrai qu'il y a des zones d'ombre où on imagine que c'est l'autre qui va gérer, que c'est l'entreprise, ou que c'est la collectivité, ou c'est la communauté de communes, l'agglo, machin, etc. Il faut que chacun prenne sa part et que là où je peux, j'agis. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive d'aller ramasser, même toute seule, des déchets sur la plage. Ça m'arrive je ne le fais pas systématiquement, mais combien de fois je me dis je devrais le faire, voilà. Mais j'attends pas forcément que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Et je me dis, mais chacun doit balayer devant sa porte. Donc, c'est tout le sens de notre appel pour l'océan bien commun de l'humanité. Comme il n'y a qu'un seul océan, on est tous responsables de sa bonne santé. Et cette notion de responsabilité individuelle et collective, c'est celle qu'on essaie de placer au-dessus des principes de droit souverain des États dans les zones économiques exclusives, de liberté, etc., et d'appropriation. Voilà, et je pense que cette notion de responsabilité, il faut vraiment la remettre au goût du jour.
Clémence, Citeo a mené une consultation auprès justement d'un très large panel de parties prenantes pour justement essayer de comprendre qui agissait, comment, quoi, avec quelle efficacité. Qu'est-ce qu'on a appris aussi sur cette responsabilité? Et puis on ira après peut-être vers les solutions qui se dessinent, nettoyage, prévention, enfin le panel est assez large. Déjà, je ne pourrais qu'acquiescer ce que vous venez de dire, la responsabilité, et on ne peut plus partager entre les différents acteurs. Enfin, on l'a vu, les causes qui expliquent la production des déchets abandonnés, elles sont multiples, et c'est vrai que du coup, les solutions le sont aussi, et elles se doivent d'être co-construites, puisque chacun a sa part de responsabilité. Et lors de cette consultation, on a effectivement sondé un grand panel d'acteurs qui sont aujourd'hui investis sur le sujet de la lutte contre les déchets abandonnés en France, et parfois en Europe. Et ça nous a permis d'y voir un peu plus clair sur quels sont les types d'acteurs qui agissent sur quel type de milieu et quel type d'action ils mènent en priorité. Et cet état des lieux, il était très important pour nous parce que voilà, on est en train de travailler un peu à restructurer nos activités sur le sujet des déchets abandonnés. Et c'est indispensable d'avoir une vision de qui fait quoi, avec quels moyens, quels sont leurs besoins et sur quel milieu ils agissent. Et c'est vrai que ce qui ressort à ce stade, sans rentrer dans trop de détails, parce que c'est un travail qui est assez touffu, c'est que contre toute attente, le champ de la prévention est bien trop sous-investigué par les acteurs. Et quand il est utilisé, le champ de la prévention est généralement cantonné à de la sensibilisation via de la communication, via des campagnes en fait. Quand tu dis champ de la prévention, c'est éviter que le déchet ne finisse. Enfin, on peut parler quand même des ONG, il y a énormément d'associations. Énormément, oui. Moi, ce sont elles qui ont commencé à mobiliser il y a 20 ans de ça, etc. Ça a commencé par Mère Terre en Méditerranée, j'ai envie d'en parler parce qu'Isabelle Poitou fait un travail formidable. Depuis, il y a effectivement Tara, Méditerranée en danger, 7e continent, je parle que de la France, cisatrice qu'au niveau européen, etc., qui est un réseau d'ONG. Les associations font un travail formidable. Et pardonnez-moi, j'ai oublié de citer Surfrider Foundation Europe, qui fait aussi un travail de sensibilisation, d'éducation, de caractérisation, parce qu'elles participent toutes, elles embarquent souvent aussi des scientifiques avec elles, etc. Il y a quand même un travail important, non? Il y a un travail extrêmement important qui est fait, qui est assez dispersé, donc c'était aussi notre exercice de réussir à consolider tout ça un peu dans un livrable, mais il y a un travail qui est hallucinant qui est fait aujourd'hui par des acteurs qui en plus n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui ont en tout cas énormément de conviction et d'énergie. Donc évidemment, il y a énormément de choses qui sont faites sur la prévention, mais ce qu'on note, c'est que parmi tous les acteurs qui aujourd'hui sont très présents sur le terrain, c'est avant tout le sujet du nettoiement qui est le prioritaire, et ça s'explique très bien quand on se retrouve face à des problématiques de déchets abandonnés et qu'on a des moyens qui sont limités. La première chose qu'on fait, c'est les enlever en fait. Et quand on a peut-être un peu plus de ressources, un peu plus de temps et peut-être d'accompagnement, on se lance aussi dans des initiatives de prévention. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous a frappés. Et le fait qu'il n'y ait pas aujourd'hui potentiellement de budget dédié dans les collectivités ou au niveau local pour s'attaquer à ce sujet, parce que comme vous le disiez, il y a des trous dans la raquette, dans l'organisation et dans la prise en charge du sujet au niveau local. Ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec tant de nettoiement et de la prévention qui reste cantonnée à des personnes qui vont être déjà un peu sensibilisées en fait, sur le sujet. C'est ça. Et quand vous parlez de prévention, c'est aussi ce que j'évoquais tout à l'heure. Comment on agit sur cette problématique des eaux pluviales, parce que ça, c'est un vrai sujet. Toutes les villes qui sont côtières, on le voit bien, moi je pense à Marseille, alors ça va un peu mieux aujourd'hui, mais à une époque à Marseille, quand il y avait des phénomènes de pluie, on se retrouvait avec une ville qui était nickel, mais alors la rade de Marseille, tout avait été vers... Et c'est souvent le cas. Et moi j'ai vu, alors pas forcément en France, mais justement souvent en Afrique, on attend les phénomènes de pluie pour balancer les poubelles dans les rivières, etc. etc. Là, on a un sujet... Oui, un sujet très important. Alors, on reprend quelques questions justement sur la sensibilisation de Stéphane et Lucille, en fait, et ça traite aussi la question de quelle prévention pour quel milieu ou pour quel type de déchets. Par exemple, Stéphane nous dit comment faire pour empêcher les déchets le long des routes, par exemple, ce qui correspond à un certain usage. Alors, on est sur la route, on a pique-niqué, ou voire on est en voiture. Et on passe par la fenêtre. Voilà, il y a ça, il y a cet exemple. Et Maëlys nous dit, Lucille nous parle effectivement des dépôts sauvages, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et nous demande quel levier
pour convaincre les citoyens de mieux gérer leurs déchets ou de mieux les appréhender? Est-ce qu'on a des solutions, j'avais envie de dire toutes faites, ou en tout cas qui sont propres à certains usages ou à certaines situations de consommation? Alors, en fait, je pense que tout dépend de la route. C'est pas selon qu'on soit sur une autoroute, une nationale, sur la 320. Non. Tout dépend de la route. Il y a des situations dans lesquelles, notamment aux États-Unis, au Texas, dans les années 70, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de déchets qui étaient jetés le long des routes. Et les municipalités ont dit bon, on va mettre des panneaux en disant ne jetez pas. Mais ça n'avait strictement aucun effet. Et aujourd'hui, on a des panneaux sur les routes qui disent ne jetez pas, attention, sécurité routière. Et je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup d'effet si on en croit en tout cas les campagnes de Vinci. Ça ne sert à rien du tout. Voilà. Et donc au Texas, ils se sont dit, bon, on va regarder quelles sont les personnes qui jettent. Et donc ils ont demandé à des psychosociologues de regarder et puis ils se sont rendus compte que les personnes qui jetaient étaient des jeunes mâles blancs dans des très jolies voitures avec des jeunes filles à côté. Et donc ils ont anglé leur campagne de communication pour parler à ce public-là. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est que quand on se retrouve avec des problèmes structurels de rejet de déchets le long des routes, il faut se poser la question de quels sont les types de personnes qui font ça et peut-être ensuite calibrer les campagnes pour leur parler. Typiquement, ce qui a été fait au Texas dans les années 70, c'était d'agir sur la fibre virile. Si tu es un homme au Texas, tu protèges la nature. Et ça a très bien fonctionné. Donc, ce qu'il faut retenir ça a très bien fonctionné. Mais ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est l'importance de calibrer le message en fonction de la cible et donc de mieux connaître la cible. Voilà, il n'y a pas de solution passe-partout. Je vais vous dire une chose, moi je crois, on reconnaît l'écocide aujourd'hui et je trouve que moi je verbaliserais. Là aujourd'hui, j'aurais vraiment pas de pitié pour les pollueurs parce que je pense que franchement, aujourd'hui, il y a quelques décennies, il y a quelques années encore, on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait. Donc aujourd'hui, les déchets au bord des routes, moi je trouve que c'est une vraie problématique. Et moi je rêve d'avoir une traçabilité des déchets. Et je suis sûre que l'intelligence artificielle et que la traçabilité, que nos puces, etc., on a des QR codes partout. Qu'est-ce qui fait… Je rêve que demain, on ait une traçabilité de tous nos déchets et qu'on puisse remonter aux pollueurs-payeurs, quoi. Enfin franchement… on a réussi à régler ce problème. On cite souvent le Rwanda pour sa capacité à avoir réglé le problème. Ils ont verbalisé. Singapour, ça fait des années qu'ils ont verbalisé. On n'a pas parlé des chewing-gums. Mais les chewing-gums, c'est une plaie dans tous les collèges, dans toutes les… Et je pense qu'il y a un moment, il faut à la fois des carottes, il faut sensibiliser, etc. Il faut valoriser les bonnes actions, je pense. Moi, je crois beaucoup. Moi-même, j'ai tourné des documentaires pour saluer les bonnes initiatives qui allaient dans le bon sens, parce que, en espérant qu'elles fassent des petits. Mais je pense qu'à un moment, il faut aussi un bâton, quoi. Il y a une urgence de préservation de la biodiversité, il y a une urgence pour le climat. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des actes d'incivilité. On ne peut plus se permettre. Ce n'est pas possible, quoi. Et l'argent qu'on dépense, non, ce n'est pas possible. Donc, j'ai une petite colère. Et donc, le réglementaire pour vous, Catherine Chabot, il doit être quoi? Et inciter et sanctionner, plus sanctionner? Il faut les deux. Il faut les deux. Moi, je crois qu'on peut être un pollueur. On est tous des pollueurs, je vous l'ai dit, donc on peut améliorer. On a le droit à l'erreur. On a le droit de mieux faire. Mais à un moment, il faut sanctionner. Et je pense, par exemple, il y a un truc tout bête, mais alors là, on sort du domaine des emballages, mais dans les travaux publics, aujourd'hui, il y a de plus en plus de chantiers qui sont responsables. À une époque, tous les déchets des chantiers, ça partait dans la nature, etc., etc. Donc, valoriser les bonnes pratiques, et voilà, inciter, mais aussi verbaliser, oui, je pense. Alors, en matière de bonnes pratiques, là, on a une question de Geoffrey. Quelle est la place du design d'objets pour lutter contre les déchets abandonnés? On parlait tout à l'heure des industries, de l'éco-conception, des industriels, la façon d'envisager l'emballage. Là, pour le coup, on revient sur le sujet de l'emballage. Qu'est-ce que tu peux nous dire, peut-être Clémence ou Madame Chabot, sur l'éco-design, sur l'éco-conception et sur la façon, effectivement, de penser aussi l'emballage, Très prévenir, très bonne question. le fait qu'il devienne déchet.
Ouais, c'est une très bonne question et c'est un champ sur lequel on commence à travailler. On commence à travailler chez Citeo et c'est un champ que les industriels ont commencé à investiguer il y a de ça quelques années maintenant avec quelques exemples emblématiques. Mais juste en quelques mots, hein, donc là on parle bien de concevoir l'objet de telle sorte à limiter son impact environnemental et notamment dans le cas où il serait relâché dans la nature. Donc il s'agit d'agir sur tout ce qui est en lien avec la découpe, pour éviter le morcellement de l'emballage, faire en sorte que les emballages soient les plus solidaires possibles. Donc il y a l'exemple du fameux bouchon solidaire qui est bien connu, l'anneau rivé sur la canette. On a aussi tous les cas de pailles qui sont remplacées par des becs verseurs. Donc voilà, faire en sorte que l'emballage soit peut-être le plus unifié possible pour éviter les risques d'éparpillement en agissant sur différents composants. Aujourd'hui, c'est un travail qui existe, mais qui est encore émergent parce que voilà, il faut déjà trouver quels sont les emballages les plus à risque et ensuite réfléchir à une nouvelle manière de les concevoir pour qu'à la fois ils s'intègrent toujours bien dans un système de recyclage, mais aussi qu'on s'assure que leur impact il est vraiment limité dans le cas où ils se retrouvent dans la nature. Donc voilà, il y a de belles initiatives à mon avis qui vont fleurir dans les mois et années qui viennent. Oui, en fait, Clémence a évoqué deux choses. Il y a le design qui consiste à faciliter l'éco-conception, le recyclage, l'intégration d'un objet dans l'économie circulaire. Ça veut dire aussi, parce que souvent les emballages sont il faut arriver à réduire le nombre de matériaux, de molécules. L'idéal étant d'avoir qu'un seul matériau. Et on voit là toute la problématique quand on a à la fois du papier et du plastique. On voit dans les coop bio puis même de plus en plus, on peut acheter son alimentation en vrac. Moi, je suis toujours embêtée par le film plastique et pourtant il est nécessaire. Alors, je vois intégrer des grilles maintenant qui font qu'on voit ce qu'on est en train d'acheter, mais on n'a finalement qu'un seul matériau. Et je vois bien, on sent bien que les industriels se cherchent là-dessus, de ce point de vue-là. Et puis, il y a le sujet, effectivement, du matériau, de l'emballage qui va se retrouver, ou de l'éco-design, qui doit penser à mon objet, va se retrouver dans la nature. Là, il n'y a qu'une solution, c'est qu'il soit plutôt biosourcé ou en tous les cas inerte. Voilà, c'est ça la problématique. Biosourcé, c'est forcément une solution, Clémence ? Alors nous, ce n'est pas forcément une solution en tout cas qu'on mettrait en avant. C'est vrai que tout ce débat un peu plus large autour de l'emballage biodégradable, de l'emballage compostable, à ce stade, on ne considère pas que ce soit une solution pour lutter contre les déchets abandonnés parce que ça peut avoir en fait plusieurs effets pervers. Mais oui. C'est vrai qu'un emballage, quand bien même il serait compostable, il peut se retrouver ingéré en fait par un être vivant avant même qu'il ait entamé sa dégradation. On s'aperçoit aussi que... Pardonnez-moi, je vous interromps, mais c'est vrai si on utilise un plastique biosourcé. Mais si on utilise un papier, c'est biosourcé le papier. Les emballages, c'est pour ça que les emballages papier ont plutôt, ou carton, etc., ont plutôt aujourd'hui la faveur des... Oui, les emballages fibreux en général. C'est vrai que j'étais plutôt partie sur la partie plastique. Plastique biosourcé. Qui peut avoir quelques effets pervers, notamment parce que tous les consommateurs ne sont pas forcément au courant de toutes les nuances qu'il y a avec ces emballages biosourcés, biodégradables, compostables. Et je les invite à regarder d'ailleurs des publications de Citeo sur le sujet s'ils veulent en savoir un peu plus. Parce que ça peut les conduire à faire des mauvais gestes avec un emballage qui en fait n'est pas du tout apte à se dégrader en milieu naturel. Il y a aussi de grosses réserves sur les conditions de biodégradabilité en milieu naturel, étant donné qu'on se retrouve rarement en milieu naturel avec toutes les conditions qui sont scientifiquement prévues en laboratoire pour qu'un emballage en fait puisse se dégrader tranquillement. Donc il y a quand même de fortes réserves sur ce sujet-là. Mais si je peux me permettre, sur ce sujet-là, je pense qu'il y a un autre sujet qui est parallèle, mais qui se rejoint, c'est de plus en plus, il faut composter. Enfin, moi, je sais que je composte, j'ai plus du tout de déchets organiques dans mes poubelles. Et donc, le fait de ne plus avoir de déchets organiques, j'ai des poubelles qui sont sèches et mes déchets organiques. Du coup, je mets un certain nombre de déchets inertes, de déchets, même éventuellement des journaux, des papiers, etc., dans mon compost. Et quand je dis mon compost, c'est globalement mon tas de déchets organiques, quoi. Et ça, je trouve que souvent, on traite les sujets un peu en silo
Et je trouve qu'il y a un moment dans la fin, dans le cycle de vie, on peut regarder comment la fin de vie, voilà, je pense que sur certains emballages, on peut... Sur l'emballage, c'est pas complètement organisé, le compostage. Puis il y a le compostage à domicile et le compostage industriel. Qu'est-ce qu'on peut en dire peut-être rapidement aussi, Clémence? C'est des sujets qui attirent beaucoup, mais parfois un peu méconnus. Du grand public, j'entends. Oui, non, c'est vrai. Donc, il y a, comme tu le disais, Adeline, cette grande différence entre compostage en unité industrielle et compostage à domicile. Compostage en unité industrielle, comme son nom l'indique, il faut qu'il y ait un outil industriel derrière pour pouvoir composter efficacement l'emballage. Compostage domestique, on peut le faire chez soi. Mais c'est vrai que le compostage, qu'il soit industriel ou domestique, ne permet pas la réutilisation de matière. Donc, pour certains, là où le recyclage peut le permettre. Donc il faut qu'on réfléchisse, si on refait le lien avec les sujets déchets abandonnés, à quels seraient les types d'emballages pour lesquels on pourrait envisager cette évolution, parce que potentiellement très problématique, mais voilà, on n'est pas sur quelque chose de généralisable à l'ensemble de notre gisement, parce qu'on est encore convaincu que le recyclage, parce qu'il permet la réutilisation de la matière, limite la pression sur les ressources et reste une option à favoriser par rapport au compostable. C'est sûr. Un mot peut-être encore de bonnes pratiques en matière de prévention. On a parlé du design contre la pollution. On a parlé aussi des campagnes de sensibilisation. Est-ce que vous voyez toutes les deux un autre levier, un autre moyen de sensibiliser pour prévenir le déchet abandonné qu'on n'aurait pas évoqué, qui serait une bonne pratique? C'est une des questions d'Angèle. On pourrait peut-être parler du traité contre les déchets abandonnés. Nous en dire un mot? Oui, il y a déjà, à mon avis, une législation internationale qui est envisagée par ce traité contre les pollutions plastiques. Qui est un traité international? Qui est un traité international, qui est aujourd'hui une initiative de plusieurs ONG, notamment WWF, la Fondation Ellen MacArthur, etc. Et on espère qu'avec le One Ocean Summit que le président de la République a annoncé qui devrait avoir lieu en janvier, c'est une nouvelle d'il y a 15 jours, que ce sujet sera traité. En tous les cas, dans les mois qui viennent, ce traité international pourrait voir le jour. Il y a certainement, moi je vous dis, la traçabilité me semble importante. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur la traçabilité des déchets. Et la réduction du nombre de polymères me semble aussi complètement essentielle. Je vous donne juste le cas. Alors, on sort de l'emballage, mais en même temps, il y a des emballages qui sont composites. C'est le principe d'avoir plusieurs matériaux et plusieurs molécules différentes qui complexifient le recyclage. Nos bateaux, par exemple, ils sont en verre polyester ou en fibre de carbone et résine époxy. Et le problème, c'est qu'en fin de vie, on ne sait pas séparer. Voilà. Et le problème, c'est vraiment la séparation. Et j'avais un jour discuté avec des scientifiques de chez Total, pour ne pas les citer, et qui travaillaient sur des composites, mais c'était la même molécule qui était éventuellement mise en œuvre différente par l'impression 3D. Et je pense qu'il y a peut-être des choses à regarder, à imaginer peut-être de l'impression 3D, peut-être des innovations à voir émerger. On en a parlé tout à l'heure autour de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a certainement encore des innovations à venir. On prend une dernière question avant de conclure. Une question d'Antoine qui nous dit, est-ce que Citeo, mais peut-être aussi, pourquoi pas le gouvernement français, travaille avec des organismes en Allemagne, alors peut-être éco-organismes ou des entités en Allemagne ou en Italie pour standardiser les pratiques à un niveau européen? Alors peut-être du point de vue de Citeo et aussi peut-être du point de vue de la dynamique européenne que vous connaissez bien, Catherine Chabot. Oui, Citeo a des homologues dans différents pays européens et on essaye de discuter avec eux et on le fait, on a une équipe dédiée en interne pour ça. Donc effectivement, comme on est tous concernés au niveau européen par la directive Single Use Plastic, on suit les travaux de concert. Et alors, est-ce qu'on essaye de se coordonner? Oui, tant que faire se peut, en tout cas, on se parle. Alors moi, je ne connais pas le détail, mais ce qui est évident, c'est qu'au niveau européen, vous avez, que ce soit dans le monde de la plasturgie, à ces réseaux européens, le monde des emballages,
de l'emballage à ses réseaux européens. Je ne connais pas le détail. Les ONG ont leur réseau européen, etc. Non, ça dialogue au niveau européen. Je pense qu'on pourrait certainement plus coopérer. Et moi, je crois beaucoup à l'Europe des solutions. C'est du reste une initiative on va mettre un petit peu la lumière dans les prochains mois, notamment avec la présidence française de l'Union européenne. S'appuyer sur, vous savez que notre agenda, c'est la mise en œuvre du pacte vert, du Green Deal, qui se décompose en un paquet climat, un paquet biodiversité, un paquet économie circulaire. Donc on va avoir des textes législatifs à venir. Donc moi je compte sur vous et sur ceux qui sont en train de nous écouter pour nourrir un petit peu cette réflexion. Ça rejoint les différents appels que vous avez aussi lancés, alors vous et d'autres, je ne dis pas. Voilà, moi j'ai lancé l'appel pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité au niveau des Nations Unies, mais aussi un appel See Your Solution, CSEA, pour que les gens partagent sur les réseaux sociaux leurs solutions pour réduire leurs déchets, enfin pour réduire les déchets qui vont à la mer, et notamment les déchets sauvages, abandonnés. On prend les deux exceptions. Et vous croyez à la mobilisation et à l'émulation collective? Ah oui, moi je crois beaucoup, je suis une femme optimiste, je crois qu'il existe des solutions, je connais plein de porteurs de solutions. On n'en a pas parlé, les bateaux qui participent à ramasser les déchets dans les rivières, etc., que ce soit Plastique Odyssée, que ce soit Écopole aussi, etc. Donc voilà, montrez vos solutions, partagez-les, faites des petits. Ouais. Si tu seras d'accord, je pense, Clémence, parce que Citeo aussi a lancé récemment un appel sous une autre forme, on va dire peut-être plus classique. On vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt justement pour pouvoir accompagner un certain nombre de solutions en lien avec la caractérisation, la prévention et le nettoiement. Sur les sujets déchets abandonnés. Donc cet AMI est actuellement ouvert, il est doté de 1 million d'euros et on attend les candidatures des porteurs de projets. Vous pouvez rappeler que je on va transmettre, on va diffuser, on va relayer. Génial. Merci beaucoup. Et pardonnez-moi, j'ai oublié de dire une chose, c'est que normalement rattaché au programme Horizon Europe, Recherche et Innovation, si tout va bien, la mission Starfish pour régénérer l'océan devrait être lancée en 2022. Il y aura des appels à projets, notamment sur les déchets en mer. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. On pourrait en parler longtemps, mais on va continuer à en parler. On aura d'autres occasions. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, Catherine Chabot. Merci beaucoup, Clémence. Et merci à vous d'avoir participé, d'avoir suivi ce rendez-vous. Le replay sera bien sûr disponible très, très vite, je crois, dans les prochaines heures. Ou demain sur les plateformes, sur LinkedIn et sur YouTube. La séquence Postmov sur les déchets abandonnés, Postmov, nom de code, plus on sait, mieux on fait, bien sûr. Continue sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et sur LinkedIn avec un certain nombre de contenus. N'hésitez pas à les partager, je pense notamment à la web-série Le Tour de la question. Le prochain live sera lui sur le thème de l'éco-conception, ce sera dans quelques semaines. Au moment de la semaine européenne de la réduction des déchets, je vous souhaite une très bonne après-midi et vous dis à bientôt.